Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Hugues Périnel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour Où va le monde, on va discuter un peu service public et service public à la française. Apparemment, vous êtes l'homme de la situation pour répondre à plusieurs de nos questions. Alors pour commencer, je vais vous laisser vous présenter à nos auditeurs. Alors je suis marié et nous sommes père et mère de trois enfants. Je suis journaliste un peu par hasard, puisque après avoir fait l'ESSEC, je suis parti en Amazonie, et où j'avais une entreprise de pirogues, et où j'emmenais des personnes. Et à plusieurs reprises, j'ai emmené des journalistes, très bons journalistes, mais pas forcément très très courageux physiquement. Donc j'écrivais pour eux et ils signaient les papiers, sauf qu'il y en a un qui a eu la gentillesse, quand je suis rentré en métropole, de me présenter Jean Daniel, puisqu'il travaillait à l'Obs. Et je suis rentré à l'Obs à ce moment-là, et j'ai connu Jean Daniel qui a été une des plus belles rencontres de ma vie. Quelques années à l'Obs, et puis l'envie de bouger, je suis reparti en Afrique, où j'ai été grand reporter pendant 2-3 ans, notamment au moment de la guerre du Libéria, du Sahel. Et puis j'ai arrêté au moment de la naissance de mon premier enfant, parce que j'ai commencé à avoir peur, tout simplement. Peut-être la paternité qui faisait ça. Et je suis resté en Afrique où je suis devenu le patron du groupe de presse de la Côte d'Ivoire, où je suis resté 15 ans. Pendant 15 ans, rentré en France après, et là je ne voulais pas vivre dans une ville, donc j'ai cherché un job dans la presse, et j'ai rencontré une personne qui créait un magazine pour le service public, d'où ma rencontre, et j'ai découvert les fonctionnaires territoriaux comme une ethnie, si je puis dire. Avec leur code, etc. Quelques années donc, à m'occuper de cette entreprise. Rachat par un groupe qui s'appelle le groupe Moniteur, qui couvre l'ensemble de la presse service public, qui m'a nommé directeur des rédactions. Et puis rachat par le Moniteur par un fonds de pension, et là je suis parti. Parce que je ne me retrouvais pas dans ce qu'on me proposait, de la manière de faire mon métier. Voilà, entre-temps j'avais été élu local. Je me suis formé à différentes choses, notamment au coaching et à la médiation. Et depuis j'ai quitté le Moniteur, j'ai créé un cercle de réflexion qui s'appelle le Cercle des acteurs territoriaux, qui est un think tank dont le but est de montrer qu'on veut parler autrement du service public, ce qu'on entend parfois dans certains médias, mais peut-être qu'on y reviendra. Voilà. Et puis par ailleurs, je suis professeur de yoga. Voilà. Et donc je donne des cours à droite à gauche de temps en temps. Oui, je lis ça au coaching et à la médiation. Bon, c'est assez fourni en tout cas. C'est ma vie. On va commencer d'emblée justement. Donc vous êtes observateur, chroniqueur des services publics locaux depuis plus de 30 ans. On va commencer d'emblée. Quelles sont leurs forces et leurs fragilités selon vous alors? On va commencer par les forces. Les fragilités ou points améliorés, c'est que oui. Les termes changent parfois et ça paraîtra moins... Mais c'est un joli mot, fragilité. Donc, d'abord, moi j'ai découvert, je venais du privé, j'ai découvert dans cet univers-là, et particulièrement quand j'étais élu local, que le sens du service public, c'est pas un vain mot. C'est quelque chose qui existe chez les fonctionnaires et chez les élus. J'ai découvert des engagements, mais ça ne suffit pas, j'ai découvert des compétences, quoi. Et je pense que pendant la crise sanitaire, même pendant les récentes émeutes, on a pu voir aussi, alors il y a des dysfonctionnements, j'en parlerai, mais la notion de responsabilité, de loyauté, disponibilité, de préservation de l'espace public, de préservation du capital humain, même si c'est des choses qui sont difficilement mesurables, mais qui existent dans le service public. Donc c'est vrai que la fonction publique, telle que je la vois et telle que je la vis, elle permet aussi de mobiliser des acteurs qui, si le service public n'existait pas, ne se rencontreraient pas forcément. Donc c'est important de voir les choses comme ça. Et c'est vrai qu'elle a aussi une vocation à rassembler parfois des personnes qui ont un sens de l'intérêt général et à pouvoir l'appliquer et le faire dans un cadre à définir. Alors une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas naïf et je suis conscient qu'il faut accepter avec honnêteté et humilité quand même un certain nombre de dysfonctionnements, déjà les limites que peut avoir les services publics dans de nombreux territoires. Bon, c'est clair que
en matière de police, de justice, d'éducation ou sur le marché du travail. Sur certains territoires, on a bien vu qu'il y a un problème avec la politique de la ville, il est réel, on ne peut pas le nier, mais je ne suis pas forcément certain que ça vienne de la fonction publique elle-même, ça peut venir aussi de choix politiques qui ont été faits, notamment dans la politique de la ville, même s'il y a des dysfonctionnements aussi à l'intérieur des services publics. Un des problèmes, des fragilités ou des difficultés que rencontre, à mon avis, la fonction publique, c'est qu'elle a une incapacité, alors ça concerne la fonction publique locale, mais l'hospitalière, ou même l'État, une incapacité à communiquer de manière un peu décomplexée sur elle-même. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à voir la manière dont ils recrutent, la manière dont ils se présentent, etc. C'est je communique, mais je ne communique pas. Enfin, et c'est vrai qu'il y aurait intérêt à ce que les administrations rendent un peu plus intelligible la composition et leur mode de fonctionnement. C'est vrai qu'on... De communication, vous voulez dire aussi. De communiquer là-dessus. Ouais. C'est-à-dire, je ne sais pas qui sait que dans la fonction publique territoriale, il y a plus de 300 métiers, une variété absolument incroyable, que la majorité des gens qui sont là-dedans changent 5 fois de métier. Il y a toutes ces choses-là ne sont pas... Il n'y a pas de communique là-dessus. Alors que ce sont des métiers où on touche à l'économique, au social, à la politique, à l'environnemental, etc. Donc il y a ce problème de communication. Et puis il y a souvent, parce que dans les administrations les plus lourdes, une tendance, à se poser d'abord les questions qu'elles savent résoudre plutôt que les questions qu'elles devraient résoudre. Donc, ce qui fait qu'elles investissent souvent, et il y a aussi quelques consultants qui y participent, elles investissent souvent dans des solutions qui sont des solutions déjà un peu connues, voilà, hein, ce qui fait qu'elles ne sont pas adaptées, elles font beaucoup de neuf sur du vieux. Voilà. Donc, et c'est vrai que du coup, les structures s'alourdissent, elles empilent et elles perdent de leur capacité d'adaptation, donc de leur capacité de rendre un service public de qualité, quoi. Cette réalité, elle est là. Et puis il y a un dernier point qui est peut-être extérieur et qui n'est pas souvent cité, c'est que je pense intimement, pour avoir été élu local, et puis maintenant ça fait plus de 30 ans que je suis dans cet univers-là, que la gestion des crises et des espèces de cycles de crise systémiques dans lesquels on est rentré, ça questionne vraiment la temporalité du mandat. Est-ce que le mandat politique aujourd'hui est le bon pour exercer une responsabilité face à des crises qui se succèdent et qui sont de différentes teneurs, etc. Sachant qu'il y a un court terme du mandat, quand même, on voit bien comment ça se passe, et une administration qui, elle, a priori, est plutôt sur le long terme. Voilà en gros comment je sépare les premières choses qui me viennent à l'esprit en termes de fragilité et en termes de force. C'est vrai que ça revient souvent, l'idée qu'à peine arrivé, on n'a pas la possibilité, on peut amorcer des choses, et les mandats peuvent être parfois vus comme trop courts. Un mandat, c'est simple, hein. Il y a deux années d'énergie, d'envie, d'essayer de réaliser ce qu'on a pu faire. Ensuite, il y a le bilan de mi-mandat. Selon la qualité du bilan de mi-mandat, et selon que l'élu veut se représenter ou pas, on rentre dans une autre phase, quoi. Voilà. Est-ce que, dans ce que j'entendais, juste un petit point qui me venait, est-ce que, selon vous, les services publics, ils auraient du mal finalement à se vendre? En fait, quand vous étiez en train de parler, une image m'est venue, c'est les publicités pour l'armée, qui sont assez sexy, je dirais, parce que justement, on parle du nombre de métiers qu'il y a, de la possibilité de la mobilité interne, etc. Mais je me disais aussi que ces publicités, souvent, elles venaient quand on était en difficulté de recrutement. Qu'en fait, peut-être on communique quand on est en difficulté, mais pas de manière naturelle et régulière. Donc ça, c'est une chose qui me venait. Puis, deuxième chose, vous parlez d'un effet d'empilement et peut-être d'un manque de stratégie. Et je me demandais qui devait être garant de pouvoir arrêter de faire du neuf en écrasant du vieux et en empilant comme ça dans quelque chose de déraisonnable. Qui serait responsable de ça? Je me suis un peu posé la question en vous écoutant. Moi, je pense que, sur la deuxième partie de la question, les élus locaux, beaucoup d'élus locaux, je parle d'élus locaux de grosses collectivités, ont une grosse responsabilité. Un élu local, si vous allez le voir pour lui dire on va arrêter ça, il dira non. Tous les gens qui ont travaillé dans le public et le privé voient une différence terrible. Moi, j'ai fait travailler dans les magazines dont je m'occupais des fonctionnaires territoriaux qui sont venus 1 ou 2 ans. Ouais. Quand on arrêtait quelque chose, ils disaient « Ah, mais vous arrêtez quelque chose ?» Mais moi, je ne savais pas qu'on pouvait arrêter quelque chose. Eux, ils continuent, puis on fait ça en plus, on fait ça en plus. Par loyauté? Par la construction de quelqu'un d'autre? Je ne veux pas déconstruire le travail d'un autre collègue? Ah non, ça, les fonctionnaires, ils font ce qu'on leur dit. C'est les élus qui ne veulent pas, par rapport à leurs électeurs, se dire je vais arrêter, je dis n'importe quoi, de
de prolonger telle rue parce que je conduis une médiathèque, etc. Non, non, non. Donc on fait les deux. Donc on fait les deux mal, quoi. Voilà. Mais c'est un problème de courage politique. Et les fonctionnaires, derrière, ils suivent. Mais ça remet en question, et ça, on l'évoquera peut-être après, l'autre place que devrait avoir l'administration par rapport aux élus. C'est-à-dire pas être uniquement ceux qui réalisent, mais être peut-être un peu plus, parce que c'est eux qui sont dans le long terme et c'est eux qui connaissent souvent la réalité des territoires. Mmh. Vous êtes observateur et commentateur de la vie publique et locale, et puis des services publics depuis pas mal d'années. Est-ce que des choses vous surprennent encore? Qu'est-ce qui vous surprend le plus? Il y a une chose qui me surprend, disons qu'elle m'horripile, Allons-y. non, mais c'est cette manière de définir le service public comme étant uniquement un coût, quoi. Bon, il y a un certain nombre de think tanks libéraux qu'on entend régulièrement dans des émissions de télé, dans C'est dans l'air, etc., qui viennent toujours avec une vision du service public qui est uniquement chiffrée. C'est important. Ça nous coûte des sous, quoi. Oui, c'est-à-dire que ça n'est qu'un coût. Voilà, ça n'est qu'un coût. Et il n'y a pas très longtemps, alors ça m'a vraiment mis en pétard, il y a une personne qui est quand même connue, je mets une lunette pour reprendre sa citation, Bernard Arnault, le patron de LMVH, qui a quand même déclaré sur BFM, je cite, les entreprises sont les seules à créer des vrais emplois, on crée des emplois publics, mais ce ne sont pas de vrais emplois. Dans le genre irresponsable, clivant. Ah oui, ça c'est clivant en tout cas. Oui, un appel à la guerre. Est-ce qu'on a besoin, dans la société dans laquelle on est, de rajouter du clivant, sachant que ce même monsieur, je me suis quand même renseigné après pour regarder, j'ai rien découvert, se sert des équipements publics, reçoit des aides publiques, a des contrats avec des structures publiques. Il a lui-même sa propre santé. Je veux dire, il est allé à l'hôpital, il s'est fait soigner. Si la moitié de ses coûts invisibles, en fait. Comment ? C'est peut-être des coûts invisibles, on ne fait plus attention. Mais, bien sûr, mais il y a un moment, donc ça m'horripile parce que c'est entretenu, c'est facile. Et effectivement, c'est plus brillant de raconter des choses comme ça que d'essayer d'expliquer ce qui va bien. Je ne suis pas naïf, je sais très bien tout ce qui va bien, mais tant qu'on dira cette espèce de fonctionnaire bashing classique, fait moi je connais beaucoup de fonctionnaires qui n'osent plus dire qu'ils sont fonctionnaires. Enfin, c'est quand même grave, quoi. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Donc ça m'horripile et ça ne change pas. Alors justement, je vais venir un peu vous titiller sur quelque chose, mais en même temps, je vais m'arrêter aussi sur ce que nous dit l'actualité et sur ce qui a pu être dit, par exemple, du système judiciaire et médical dans l'émission Où va le monde dans la première saison. Alors, il y a des soucis hiérarchiques et managériaux dont on parle de plus en plus dans les journaux, les démissions de la fonction publique, il y a la déconnexion de certains élus. On pourrait parler des systèmes informatisés, mais aussi dématérialisés, déshumanisés. Les gens vous expliquent que quand ils veulent avoir la CAF, ils attendent 2 heures au téléphone avec des centres d'appel qui tournent, avec la petite musique. On n'arrive plus à voir grand monde. Les impôts, pareil. Petit coucou aux impôts. Personnellement, j'ai pu me retrouver face à quelqu'un qui me disait qu'il n'y avait plus personne pour gérer et qu'il fallait que j'attende pour avoir des réponses. Donc, on est un peu sur du négatif, peut-être, en tout cas, sur ce que aussi les fonctionnaires font remonter aux médias. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui en état de fonctionnement, selon vous ? Bon, d'abord, tout de suite, je me porte en faux par rapport à ce que vous dites sur les impôts. S'il y a quelque chose qui fonctionne, qui est une réussite, c'est le site impôts.gouv. Probablement, je vous dis juste, arrivé à un guichet, je me suis retrouvé avec quelqu'un qui m'a dit... voilà, bien sûr. Non, mais c'est là où on arrive... ça fonctionne très bien, et c'est vrai que quand je pose une question virtuellement, j'ai eu dernièrement une réponse en 24 heures, j'étais très étonné. Voilà. Je me suis dit, c'est bien. Au moins, ça tient. Ce site fonctionne, mais il y en a un certain nombre comme ça qui fonctionnent. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a plusieurs paradoxes, quoi. La fonction publique hospitalière, par exemple, voilà, quand on va dans un hôpital, quand on discute avec un médecin, et je n'ai pas encore trouvé de médecin qui me disait que l'hôpital tenait bien, quoi. Bien sûr. Non, mais bon, je pense qu'il y a un problème, d'abord global de management, ça c'est très clair. Le problème de management, il est divers selon la fonction publique hospitalière, j'en dirais 2 mots, et les collectivités. Mais ce qui est certain, c'est que avoir une logique de management avec des gens qui évoluent et qui deviennent managers, et un système de fonction publique, c'est-à-dire où une personne change de grade et se retrouve à telle ou telle fonction. C'est parfois une promotion qui, pour moi, n'est pas toujours adaptée. Parce c'est un métier de manager des gens. Il ne suffit pas d'être bon dans ce qu'on fait pour pouvoir gérer des gens. C'est autre chose. Mais et ça pose plusieurs problèmes. Notamment un, c'est que
Moi, dans mon métier de coach, je coach énormément de personnes qui sont managers dans la fonction publique et qui vont bosser la trouille au ventre parce qu'ils ont peur de manager. On les a mis managers parce qu'ils sont passés de la catégorie B12 à la C36, enfin peu importe. Ils ont une médaille de plus, ils ont une petite prime, ils gèrent des gens, mais en fait, c'est pas fait pour eux, quoi. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont au-dessus, il y a un courage managérial à avoir en disant à une personne, en l'écoutant, en lui disant, il y a des tas de manières d'évoluer dans une collectivité ou dans l'hôpital sur le job en n'étant pas forcément la personne qui manage. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est vrai que ce courage-là, il manque. La deuxième chose, c'est que, là, je reste sur les élus locaux. Les élus locaux ont en général des affectations, enfin, ils ont des spécialités, etc. Trouver un élu qui s'intéresse aux ressources humaines, moi, j'anime énormément de colloques. En France, pour en trouver qui parle, j'en connais 6. 6. Il y a 500 000 élus en France. Donc 6 parce que ça ne les intéresse pas. C'est vraiment pas un sujet. Parler des finances, parler d'urbanisme, etc. Donc là, il y a un gros problème effectivement d'organisation par rapport à ça. Et puis sur la fonction publique hospitalière, pour revenir sur elle, là, il y a un problème de deux têtes. C'est-à-dire que dans la fonction publique, il y a effectivement la partie médicale, hospitalière, et la partie administrative. Et on se retrouve avec une partie administrative qui n'a pas les mêmes objectifs que la partie médicale. Voilà. Donc, avec le protocole de T2A, Séraphin PH pour le handicap, et puis moi il m'a semblé que même si un directeur d'hôpital qui sortait d'HEC pouvait être très bon et très fin, il n'y avait pas forcément la culture du service public et de ce que c'est qu'un patient, et que la question de la rentabilité qui est entendable pouvait parfois choquer, rentrer en conflit avec la pratique clinique de terrain, quoi. Absolument. Et donc c'est là où je me demande si finalement, parfois il n'y a pas une idée un peu de privatiser tout ça, en fait. Il y a une des réflexions que doit avoir le service public et les responsables, c'est de la définition de leur périmètre. Aujourd'hui, c'est des choses qui commencent à venir, notamment dans des collectivités locales qui ont la liberté de le faire, de se dire, est-ce que ça, je suis la meilleure personne pour m'en occuper? Est-ce qu'un dirigeant public est là pour tout faire, ou est-ce qu'il ne doit pas déléguer certaines choses en les contrôlant? C'est-à-dire qu'en n'étant pas bien défini, ça pourra être un peu Capharnaüm, si je comprends bien, et qu'en n'ayant pas bien défini les limites, certains seraient peut-être amenés à prendre des décisions là où ils ne devraient pas. C'est ça que vous... C'est sûr qu'il y a un problème de compétence. À un moment, l'État a quand même refilé aux collectivités locales un nombre immense de compétences où à chaque fois il faut recruter des gens, il faut trouver des compétences. Ils ne les ont pas, donc ils recrutent des contractuels à droite à gauche. Mais surtout, il y a des moments où pour répondre vite à un service public, rendre un service au public, ça ne veut pas forcément dire être fonctionnaire. Voilà. Donc le fait d'arriver à faire le choix de se dire, mais ça c'est une question qui est difficile à mettre dans la tête de quelqu'un qui a été formé dans la fonction publique, lui dire ça je ne sais pas bien faire, je vais trouver une entreprise, je vais lui déléguer, etc. Bon. Mais c'est des choses qui évoluent en tout cas dans les collectivités locales, qui n'évoluent pas du tout à l'État. Mais l'avenir c'est ça, quoi. Et puis je pense que tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure et qui existe... ne fait pas tout, hein, mais je vous ai... Voilà. Non, mais c'est vrai que moi je me balade dans la France régulièrement. Il faut aller voir l'innovation permanente qu'il peut y avoir dans le local et dans l'ensemble des collectivités en France. C'est quelque chose de colossal. Moi, à Marseille, ça en est l'exemple. Ça ne cesse pas, quoi, tu vois. Et c'est vrai que on a l'impression parfois que le service public est dans l'esprit de beaucoup de personnes comme une espèce de toile de fond, quoi, le papier peint, quoi. C'est-à-dire que c'est une évidence, ça fait partie du paysage. C'est la question de l'évidence qui m'est souvent venue. Ouais. C'est-à-dire que dès qu'on part un peu à l'étranger, ce qui a été un peu mon cas légèrement, il suffit d'avoir été un peu malade en dehors du pays, en dehors de la frontière française, pour se rendre compte qu'en fait on avait sous la main quand même quelque chose d'assez précieux, quoi. Assez facile, assez accessible, qui ne demandait pas de tendre une carte bleue d'emblée, au-delà du revenu, quoi. Quelque chose qu'on oublie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'oublier cette valeur qu'on a sous la main. Cette valeur, elle est permanente. C'est-à-dire je reviens à notre ami Bernard Arnault, quoi. Que feraient les entreprises s'il n'y avait pas tous les acteurs économiques, s'il n'y avait pas
des routes, des écoles, et surtout à quel prix ces infrastructures seraient construites. Et puis de ne pas oublier que si tout ça existe, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes derrière qui le font. Et accepter qu'il y a des dysfonctionnements, mais que le service public, à certains moments, puisse être efficace, et peut-être plus efficace que d'autres entreprises. Moi, il y a vraiment un moment où je pense que la manière dont ces sujets-là sont traités, notamment par la presse, est due au fait, et là je suis bien placé pour en parler, que c'est un sujet qui est complexe, très complexe, et que aujourd'hui, les médias, avec le peu de moyens dont ils disposent humainement, vont pas aller sur ces sujets-là parce que c'est trop compliqué. Ouais. Donc on part sur des grandes généralités. Et puis sur ce qui va indigner, parce que ça capte l'attention des gens aussi, quoi. Les marronniers sont là, le dernier challenge, trop de bureaucratie, le dernier express, ces fonctionnaires qui foutent rien, quoi. Il y a tous les marronniers tous les ans, ils sont toujours au même moment, hein, Donc, grâce aux fonctionnaires qui foutent rien, on crée de la valeur chez Challenger. Voilà, oui, non, mais c'est sûr, non, mais oui, je l'avais pas vu comme ça, quoi. Bon, voilà, donc c'est un mélange qui est. Encore une fois, je ne veux pas faire le naïf et l'aveugle, mais je trouve que c'est bien aussi de parler des choses qui fonctionnent bien, quoi. Alors, justement, le service public, est-ce qu'il est créateur de richesse selon vous? Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai animé une émission avec un haut fonctionnaire, énarque. Eh oui, j'ai vu. Voilà, et donc je vous lance sur cette question. Et Olivia Fortin, qui est une femme du privé, qui avait une boîte d'événementiel et qui a tout largué pour devenir maire adjointe à Marseille, hein, diminuer sa rémunération par 2 d'ailleurs, etc. Et c'est vrai que, d'ailleurs, au cours de cette émission, on a évoqué la phrase de Bernard Arnault, ça les a fait bondir autant l'un comme l'autre. Moi, je lisais une chronique de Dominique Méda il n'y a pas très longtemps, dans Le Monde, qui disait « Secteur privé et administration publique contribuent tous deux à la création de richesses nationales ». Moi, je crois profondément à ça, c'est-à-dire que il y a une espèce de richesse qui est inestimable, qui est très difficile à documenter, si je puis dire. Mais le problème, c'est que si le service public crée de la richesse, il ne sait pas la mesurer. Voilà. Il ne sait pas la mesurer. C'est peut-être pas la mettre en valeur pour et pas du tout communiquer sur elle, quoi. Et puis, il y a d'un côté à la fois ce qu'on peut appeler de la création de richesse. Alors, il peut y avoir les routes que j'évoquais tout à l'heure, mais dans cette même émission, Jean-François Verdier évoquait les données publiques. Les données publiques, c'est une richesse absolument incroyable qui ont été créées par l'État et qui sont à disposition. Je veux dire, sans ces données publiques, il y a beaucoup de choses qui pourraient pas se faire. Et puis, il y a quand même une chose qui est énorme, c'est dont on ne se rend pas compte, c'est cette action en permanence qui ne se voit pas, qui est une action de préservation de la richesse créée. On le voit tous les jours. Alors évidemment, il y a des moments où il y a des émeutes, mais tous les jours, personne ne se rend compte qu'en ce moment, il y a tout le temps un travail de fond, de préservation de la richesse créée pour que les choses puissent continuer à fonctionner, que les voitures roulent, etc. On pourrait aussi se dire finalement que en apportant des solutions, on contribue au problème. C'est-à-dire C'est-à-dire que, moi je me dis, les Français seraient a priori râleurs, ils ne se rendraient pas compte de l'intérêt que l'État, par les services, puisse contribuer à faire fonctionner la société. C'est la question de la prise de conscience qui m'interroge, et je me dis, plus on se rend indispensable, moins on voit notre, ce qu'on nous doit en fait. Et je me dis que que ce soit la vente d'un aéroport aux Chinois, que ce soit Alstom aux Américains, que ce soit les autoroutes privatisées, il faut qu'on ait perdu quelque chose pour qu'on en râle dans les médias, qu'on commence à sortir l'argent de nos poches et qu'on se dise que c'était mieux avant. Ouais. Donc c'est un peu alambiqué ce que je vous raconte, mais je me dis, est-ce qu'il ne faut pas qu'on perde pour se battre? Les autoroutes, j'ai l'impression que ça revient de plus en plus, on est prêt à se battre maintenant pour récupérer ce qu'on a vendu. Alors qu'avant, on s'en fichait, quoi. C'est le principe de l'homme qui, tant que sa femme ne l'a pas quitté, en fait, il pense qu'il gère, et puis après, il se dit, c'était quand même bien, en fait. Mais ce que vous dites, c'est tout à fait représentatif
d'immense paradoxe du rapport que les Français, en tout cas, ont avec leur service public. On est bien, on est confort. Donc, tant qu'on m'a partiré mon confort, en fait. Il y a ça. Et puis, comment est-ce qu'on peut. Pour revenir à la presse, c'est quand même. Alors qu'on n'arrête pas de dire que le service public n'est pas performant, etc. Chaque année, il y a un classement des meilleures universités, des meilleures villes, des meilleurs hôpitaux. Oui, et puis les gens aiment beaucoup ça en plus. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Et comment est-ce qu'il peut y avoir ce classement sur leur performance si c'est un mot qui va... Oui, si c'est une catastrophe à ce moment-là. Voilà. Ouais. Et puis, je ne sais plus, c'était un étranger qui me faisait, un Américain, je crois, qui me faisait remarquer. Il me dit, vous êtes quand même rigolo en France parce que tous vos héros de séries, de films, etc., c'est tous des fonctionnaires. C'est des infirmiers, c'est des médecins, c'est des policiers, c'est des juristes, je ne sais pas quoi, je n'ai jamais regardé ça comme ça. C'est vrai. Et il me dit, alors arrêtez un peu, enfin en tout cas, mélangez. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc alors? Vous avez une explication à ça? Non, je suis désolé. Non, j'ai pas d'explication, à part des phrases agaçantes, un peu réac, mais ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a à côté, alors je sais que c'est pas vrai pour tout le monde, et loin de là, hein, franchement, mais dans ceux qui parlent beaucoup, notamment dans les médias, il y a un côté un tout petit peu enfourgaté quand même. Donc, oui, voilà. Quand à un moment donné, il y avait la question des rationnements par rapport au gaz. Ouais. Et je me rappelle d'une amie qui m'avait dit, moi dans mon pays, il m'arrivait par moment qu'on nous coupe l'eau qu'on ait l'eau pendant 2 heures dans la journée. Ça fera pas de mal aux Français de réaliser qu'en fait, c'est l'abondance. Et je me suis dit, oui, c'est sûr que dès qu'il n'y a plus de farine pendant 2 jours dans un supermarché, on est tous dans l'angoisse de la fin du monde. Et en même temps, ça ne nous fait plus grand effet quand on allume la télé et qu'on voit qu'en Tunisie, en Israël, ou je ne sais pas où, il n'y a plus rien à un moment donné dans les rayons. C'est comme si finalement, regarder un film, que ça n'existait pas vraiment. Tous les élus qui ont essayé de mettre en place la gratuité de certains services sont revenus en arrière. C'est-à-dire c'est-à-dire que là, ils sont encore essayés de tenter de le refaire à Montpellier. C'est-à-dire que tout service qui était gratuit était dégradé. Voilà. Donc, et puis peut-être ça perd de la valeur aux oui, yeux. ça perd de la valeur, c'est ça. C'est-à-dire que ça n'a pas de valeur puisque c'est gratuit. Donc la gratuité n'a jamais été... Il y a moins d'engagement peut-être. Bien sûr, et d'appropriation. Oui, alors peut-être c'est un peu à côté ce que je vais dire, mais ça me fait penser à l'engagement du patient sur Doctolib où on a un gros souci, c'est que ça a permis beaucoup de choses Doctolib, mais énormément de professionnels deviennent fous à voir qu'il y a autant de lapins. Ouais, parce que en fait, vous cliquez à 2 h du matin sur votre ordinateur, vous n'avez pas conclu un accord au téléphone pour prendre un rendez-vous. Donc c'est tellement plus à distance qu'on consomme. Et en fait, je me disais qu'on n'avait plus affaire à des contribuables, mais à des consommateurs. C'était peut-être ça la question. Mais il y a eu une évolution de la fiscalité qui illustre bien les choses. Les premiers impôts qui existaient, c'était des impôts de solidarité, il y a très longtemps. Après, on a eu des impôts qui étaient des impôts, des redevances, quoi, si je puis dire, pour les ordures, etc. Et puis maintenant, il y a des impôts qui sont des impôts comportementaux, quoi, presque parce qu'on fume, etc. Ce qui fait qu'un système d'impôt qui est un système normalement généreux de redistribution est devenu un système qui a participé à l'individualisation des personnes. Et les grands spécialistes de la fiscalité, etc., commencent à se dire s'ils ne se sont pas tirés une balle dans le pied en faisant ça, en essayant de faire quelque chose de précis, d'utile, etc. Ils ont développé ce côté individuel. Moi, je paye ça, je veux bien. Moi, dans un conseil municipal où j'étais maire adjoint, les gens disaient très clairement, moi, je paye pas, je m'en sers pas. Voilà. Donc il n'y a plus de sens du collectif. Quoi. Voilà, donc il n'y a plus de sens du collectif. Et il y a un mot qui manque dans ce que vous dites, c'est le mot contrat, quoi. Le contrat social, le contrat... on a l'impression qu'il n'y a plus de contrat, quoi. Voilà. Alors, vous dire d'où ça vient exactement, je ne suis pas un sociologue, je ne connais pas assez les choses, mais je le constate et je crois que c'est sur des sujets comme ça qu'il faut individuellement chacun se battre, quoi. Enfin se battre, en tout cas en parler et pas baisser les bras. Si vous aviez le pouvoir de lancer des actions nationales, je sais que c'est un peu fantaisiste, mais pourquoi pas, si vous aviez une baguette magique, quelles actions vous aimeriez proposer pour modifier, je vais utiliser les 2 mots, efficacement et durablement, un peu tout ça?
Alors, d'abord, il y a une chose qui est un peu anecdotique, parce que c'est un projet que j'ai depuis longtemps. Je cherche des sponsors, je lance l'appel. Très bien. Je voudrais créer une journée ou une semaine sans service public. Voilà, c'est très provoque, etc. Vaut mieux que ce soit une journée, je pense. Simplement comme un déclencheur, une piqûre pour que certaines personnes se rendent compte de ce que c'est. C'est mon côté papier peint qu'on enlève. Je pourrais être encore plus provoque et vous dire que vous vivez à Marseille et que c'est un peu ce que vous vivez parfois avec les éboueurs. Oui, absolument. Mais là, il y a des raisons objectives et Oui. qui sont aussi d'un dialogue syndical qui ne fonctionne pas. Mais ça rejoint ce que je disais sur Ouais. le fait de la privation pour se rappeler qu'on a. Absolument, absolument. Donc une bon, journée ou une semaine, d'accord. voilà. Et puis de voir les conséquences, mais de voir les conséquences sur l'ensemble de nos économies. Alors le but n'est pas d'arrêter la France, mais peut-être de rassembler un certain nombre d'acteurs et puis par des jeux de rôle. Enfin, j'en sais rien. J'ai pas. L'autre chose, c'est j'aimerais bien, on en parlait tout à l'heure, arriver à créer un observatoire des coûts. Tout à l'heure, vous parliez de se faire soigner, on ne se rend même pas compte du coût de l'opération. Combien ça coûte quand je passe l'IRM, Voilà. l'échographie Personne ne sait. J'ai un ami qui est venu il n'y a pas très longtemps, d'étranger, qui nous traitait, français, qui habite en Afrique, et qui là me traitait d'assisté, etc. Il s'est fait soigner et il a demandé quand même. Donc il s'est aperçu que les 2 heures qu'il avait passées, c'était 5 000 €. Quoi. Donc ça l'a un tout petit peu calmé sur le sujet, mais je me rappelle, dans beaucoup de pays où j'ai voyagé, très souvent, vous regardez, et il est inscrit ce bâtiment ou cette route a été construite à l'aide de l'ONU, de ci, de ça. Aux États-Unis, on fait beaucoup ça. Voilà. Ben, je pense que de la même manière qu'il faudrait savoir comment sont dépensés nos impôts, c'est de l'information tout ça. Mais de savoir ce qu'a coûté la route que vous empruntez tous les jours, le feu rouge qui a été cassé, je ne sais pas. En termes de responsabilité, ça me paraît évident, Absolument. parce que c'est bien ce qu'on fait avec les enfants. Quand on dit bah, ça a coûté ton argent, Ouais. ton ballon il a coûté 15 €, moi j'ai travaillé, tu t'en auras la semaine prochaine ou le mois prochain, parce que voilà, ça a coûté ça. Ben voilà, donc c'est peut-être un topic. Et puis il y a une autre chose auquel je crois beaucoup, parce que je m'y investis beaucoup depuis 1 an. Je fais partie d'une association qui s'appelle Dirigeantes et Territoires qui travaille sur la parité. C'est que je pense que la question de la parité femmes-hommes est un sujet qui est très en retard dans notre pays, avec tout ce que ça peut vouloir dire comme évolution démocratique, et aussi sur un sujet auquel je suis très sensibilisé, c'est que le fait que beaucoup de choses aient été jusqu'à maintenant conçues et décidées par les hommes fait que 80% des équipements publics, 80% de la politique de santé, est complètement inadapté aux femmes, mais à un point qu'on n'imagine pas. À Montpellier, le maire de la Fosse a récemment proposé à 100 citoyens, hommes et femmes, d'avoir une puce pendant 1 mois pour voir comment ils se déplaçaient dans la ville. Quoi. Et là, ils ont découvert qu'il y avait à peu près 50% du territoire où les femmes n'allaient jamais. Problème d'éclairage, problème de scie, problème de largeur des trottoirs pour les poussettes, problème de... C'est quand même impressionnant. Donc, et il n'y a pas très longtemps, je discutais avec Alice de Maximi, qui est la présidente de Femmes de Santé, et qui m'expliquait que tous les parcours, il n'y a pas de parcours de santé féminin en France. Pourquoi? Parce que les politiques de santé jusqu'à maintenant ont été faites essentiellement par des hommes. On ne va pas se reprocher les choses, mais c'est comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand une femme a par exemple une crise cardiaque, ce n'est pas du tout les mêmes symptômes qu'un homme, sauf que les médecins ne savent pas et que ça ne fait toujours pas partie de la formation des médecins. Quoi. Voilà, donc c'est des petits exemples anecdotiques, mais pour dire que là, il y a un chantier qui est immense et qui est un chantier de contrat social, d'ensemble. Et moi, je milite beaucoup pour ça dans cette association. Quoi. Ce sera trois bonnes actions assez concrètes. Qui me viennent comme ça. Ouais. Enfin, qui me viennent comme ça, je les avais un peu... J'ai envie de revenir juste sur le deuxième point, je suis un peu embêtant et j'ai peur que vous me disiez que vous ne savez pas, mais c'est par pudeur qu'on ne donne pas les coûts, parce que, en fait, c'est paradoxal, parce qu'on ne voulait pas parler trop des coûts, on trouve que c'est un peu réducteur de s'arrêter sur les coûts, mais on finit un peu l'émission sur le fait qu'il faudrait quand même que les gens se rendent compte que l'autoroute, c'est pas gratuit, que l'IRM qui passe, c'est pas gratuit, que le médecin, on lui met un lapin, il est payé par l'hôpital, et donc c'est de l'argent qui s'envole. Pourquoi on ne met pas les coûts, en fait? Parce que c'est sale, l'argent c'est sale, les Américains ils sont à l'aise avec l'argent, c'est ça, et puis nous on est pudiques, c'est ça? C'est très anglo-saxon. Hein, mais c'est irresponsabilisant, si je ne sais pas combien ça coûte. Mais la culpabilité par... Faites un repas ce soir si vous êtes avec combien des amis. Vous gagnez, c'est ça? Vous gagnez? Moi je le fais tout le temps. Et alors j'annonce, je sors mon... ça viendrait de là, alors, vous pensez? Je pense qu'il y a un rapport à ça qui est fondamental. On ne va pas changer demain, alors. Hein. Oui, c'est-à-dire que c'est aussi...
combien je paye d'impôts, combien... Voilà, l'argent est sale, quoi. Voilà. Enfin, oui, mais ça ne concernerait pas tant nos finances, mais combien ça coûte à la collectivité. Oui, oui. D'ailleurs, je ne sais pas où ça en est, mais on avait demandé à ce que ça s'éclaircisse sur Internet, les dépenses, les salaires, les coûts et tout. Je ne sais pas si ça a vraiment pris. Alors aujourd'hui, toutes ces informations existent, notamment dans toutes les collectivités locales produisent des bilans. Il y a un marketing financier qui est très... Le problème, c'est que faut déjà avoir envie, il faut y aller. Faut aller fouiller. C'est pas du push, mais c'est sur les sites, etc. Beaucoup de politiques le font. Donc ça évolue. Mais c'est vrai que c'est un véritable... Et puis, il peut y avoir aussi certains cas où les financements ne sont pas d'une clarté limpide aussi. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais enfin, ne noircissons pas tout, ce n'est pas la majorité des cas, quoi. Bon, on va sur la dernière question. Alors, Hugues Périnel, selon vous, où va le monde? Elle est bien, votre question. Elle m'est venue, et en plus c'est vrai ce que je veux vous dire, elle m'est venue à Marseille. Ah bon? Et je me promenais derrière le Mucem. Et je me suis dit, ça va être ça le nom de l'émission en fait. Voilà. Alors, on va le monde. Alors, comment vous dire? Il y a une expression que j'aime bien, et que j'essaye de faire dans ma vie en permanence, c'est d'essayer de déplacer l'éclairage, quoi, si je puis dire. Il y a tellement de choses qu'on nous met sous le nez en nous disant c'est comme ça, et regarde ça comme on te le montre. Je sais pas quoi, c'était mieux avant, là, comme vous disiez tout à l'heure, les jeunes sont comme ci ou comme ça. Alors que, comme disait Hervé Siriex, qui a une phrase géniale qui dit les jeunes, c'est pas nous en moins vieux, quoi. Mais voilà. Déjà, je pense que avant de se poser la question en se posant la question de là où va le monde, c'est de déplacer l'éclairage et la manière de regarder les choses. Moi, je me suis intéressé. Le féministe, je voyais avant, avait tendance à m'agacer. Je voyais du militantisme et des choses comme ça. Quand je suis rentré par le regard de l'équipement, tout d'un coup, je me suis aperçu qu'on pouvait se poser la question avec comme une forme de renouveau démocratique et puis une manière de reconstruire nos territoires. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant qu'on ne relie pas, c'est un peu ce qu'on disait en introduction, hein, tant qu'on ne relie pas, c'est un peu Edgar Morin, quoi. C'est-à-dire que tant qu'on ne relie pas toutes les connaissances qu'on a sont système de la pensée complexe, quoi, on reste incapable de connaître et de comprendre le tissu des choses. Et pour ça, il faut, ça demande du travail, du boulot et du courage. Un courage aussi qui manque dans la manière de se poser la question du monde. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un livre qui s'appelle « Le courage de la nuance ». Mon entreprise s'appelle Nuance, c'est pas par hasard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour être dans la nuance, et c'est-à-dire ça fait partie de la manière dont le monde peut évoluer. Hein, c'est pas être en permanence dans le blanc, le noir, le rapport de force, etc. Il faut un sacré courage pour être nuancé aujourd'hui. Hein, et si chacun l'était à sa place, notamment certains de mes confrères qui sont en fait beaucoup plus des porte-voix d'opinion que d'idées, hein, alors qu'ils devraient les relativiser, les tordre, c'est important. Donc le monde, il ira en fonction de la manière où on veut bien réapprendre à penser d'abord. Et puis, je pense que penser aujourd'hui et partager, c'est vraiment une tâche de salut public. Et pour ça, c'est-à-dire pour essayer de refaire société, je pense que le service public a un rôle, mais pour ça, il faut qu'il accepte de coopérer et de co-construire avec les citoyens. Il y a des expériences aujourd'hui vraiment intéressantes. C'est difficile de travailler directement avec les citoyens parce que ceux qui viennent essayer de travailler avec les pouvoirs publics sont en général toujours les mêmes. Ce sont des associations militantes qui veulent défendre une cause et les citoyens n'ont pas tendance à venir. Mais ça empêche ça. Il faut continuer et essayer de couper. Marseille le fait beaucoup, quoi. Et je me dis qu'il y a un des domaines où les pouvoirs publics, l'État, le gouvernement, enfin peu importe, peut nous emmener ensemble à réfléchir en commun. Et c'est vraiment notre avenir, c'est la transition écologique, quoi. Là, c'est vraiment un endroit où on peut se retrouver à être issus d'endroits différents et essayer, tant bien que mal, de regarder ensemble dans la même direction, quoi. Voilà, et puis il y a une phrase que j'aime bien là d'Édouard Herriot, suite au titre que vous avez donné à cet échange, qui est, je crois, une utopie est une réalité en puissance. Donc
Hugues Périnel, merci pour votre réponse en tout cas.